القصة هي قصة النهايات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Une tempête de sable balaye les hauteurs du Hakkar et du Hermel. Quelques dégâts mineurs sont à déplorer. Des détritus provenant de décharges improvisées se sont notamment retrouvés sur la chaussée. Des vols de reconnaissance de l'aviation française vont débuter dès demain en Syrie, affirme François Hollande, le président français qui annonce par ailleurs son arrivée au Liban à la fin du mois. Le groupe djihadiste État islamique s'empare d'une vaste partie du champ pétrolier de Jazad, le dernier grand gisement encore aux mains du régime syrien. Et dans ce journal, on ira aussi au Guatemala où l'humoriste Jimmy Morales est en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le ministre de l'Environnement se dit prêt à répondre de la plainte déposée contre lui, poursuivi en justice par le tribunal du peuple. Mohamed Machnouk a indiqué lundi qu'il était prêt à se défendre. Le dépôt d'une plainte contre moi ne modifiera pas mes principes et mes convictions, déclare-t-il. Je suis toujours prêt à témoigner lorsque cela est nécessaire, a poursuivi le ministre sur son compte Twitter. Hier, le collectif de la société civile avait annoncé avoir engagé des poursuites pénales contre le ministre de l'Environnement pour sa responsabilité dans la catastrophe environnementale provoquée par la crise des déchets. François Hollande, bientôt au Liban, le président français l'a annoncé qui s'y rendrait fin septembre, juste après la conférence internationale de soutien aux pays du Cèdre prévue en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Durant cette visite, François Hollande doit se rendre dans un camp de réfugiés. Nous devons être aux côtés des Libanais, a déclaré le chef d'État lors de sa conférence de presse semestrielle à l'Élysée. Durant cette intervention, il a surtout été question des milliers de réfugiés qui arrivent chaque jour en Europe. Le président a confirmé que la France est prête à accueillir 24 000 demandeurs d'asile. On l'écoute. C'est une crise, elle est dramatique, elle est grave, elle peut être maîtrisée et elle le sera. Ce principe, il est rappelé dans les règles qui fondent l'Union européenne. La France, elle est disposée à prendre sa part. La Commission européenne propose ou va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons. Nous le ferons parce que c'est le principe sur lequel je considère la France est engagée. Nous le ferons parce que c'est la proposition que nous avons nous-mêmes établie en Jordanie, au Liban, et puis aussi des particuliers. Que la question des réfugiés, des déplacés, est d'abord une question qui touche les pays du Sud, et non pas, comme on le croit ou on le fait croire, les pays du Nord. Cette question des déplacés, des réfugiés, elle touche bien sûr l'Afrique, le Moyen-Orient, compte tenu des guerres et des crises, touche aussi d'autres continents, y compris l'Asie. Alors, nous ferons la proposition d'une conférence internationale pour les réfugiés. Et nous sommes prêts à l'accueillir à Paris, de les assumer et de les faire partager. Et puis l'autre grande annonce de cette conférence de presse concerne l'action de la France en Syrie. Des vols de reconnaissance de l'aviation française vont débuter dès demain au-dessus du territoire syrien. François Hollande a confirmé tout à l'heure l'information révélée hier par le journal Le Monde. L'objectif est bien entendu de mener des frappes contre les positions des djihadistes. Le président français a par ailleurs jugé, je cite, inconséquent et irréaliste d'envoyer des troupes au sol. Et le groupe djihadiste État islamique, justement, s'est emparé d'une vaste partie du champ pétrolier de Jazal, l'un des derniers aux mains du régime syrien, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Palmyre. L'avancée des djihadistes dans ce champ a entraîné l'arrêt de la production. Les employés se sont enfuis à mesure que les combats se rapprochaient. Sur Twitter, l'EI affirme avoir libéré la ville de Jazal. Quelles sont les positions de l'organisation État islamique? De quelles forces dispose-t-elle aujourd'hui en Syrie et en Irak? Le point avec Marc de Chalvron. Du groupe État islamique. Sur ces images de propagande, les djihadistes disposent soigneusement des explosifs tout autour du temple de Baal Shamin à Palmyre, avant de le pulvériser.
Quelques jours plus tard, grâce à ces images satellites, on découvre qu'un autre joyau de Palmyre, le temple de Bel, que l'on voit ici avant l'explosion, a lui aussi été dynamité. Il n'en reste plus rien. Un trésor de l'humanité parti en fumée, le message est très clair. Les djihadistes gardent entier leur pouvoir de nuisance. Où en est le groupe État islamique, plus d'un an après le début des opérations militaires de la coalition? Voici les zones contrôlées par le groupe État islamique en août 2014, entre l'Irak et la Syrie. Un an plus tard, leur territoire s'est encore étendu, principalement en Syrie. Par ailleurs, d'après les renseignements américains, le groupe État islamique aurait perdu 10 000 combattants depuis un an, mais en aurait recruté tout autant. Ses forces humaines s'élèveraient toujours à 30 000 hommes. Que fait exactement la coalition? Cette vaste alliance de 60 pays procède pour l'essentiel par des frappes aériennes. En tout, depuis le début des opérations militaires, la coalition a réalisé 6 550 frappes. Une majorité est américaine, un peu plus de 200 sont françaises. Certes, quelques villes symboles, comme Kobané en Syrie ou encore Tikrit en Irak, ont pu être sauvées. Mais si le résultat est si maigre, c'est aussi que les forces alliées sur le terrain, combattants kurdes, armées irakiennes ou encore milices chiites, ont bien du mal à être efficaces. Quelles évolutions stratégiques sont possibles? Les pays de la coalition s'interrogent, comme la France par exemple. L'armée française ne frappe jusqu'à présent qu'en Irak, pour ne pas donner l'impression d'aider le président syrien, Bachar el-Assad. François Hollande envisagerait d'autoriser prochainement les frappes en territoire syrien. Et au Liban, une tempête de sable a balayé aujourd'hui les hauteurs du Akkar au Liban noir et la région du Hermel dans la Bekaa. Les vents très violents ont causé quelques dégâts. Des habitants ont par ailleurs rapporté que des détritus provenant de décharges improvisées se sont retrouvés sur la chaussée. La population craint que ces ordures ne provoquent des accidents de circulation. Ils mettent également en garde contre le risque d'inondation du fait de l'obstruction des canalisations par ces déchets. La dernière tempête de sable d'envergure au Liban remonte à février dernier. Samir Jaja a été reçu ce lundi par l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. À Doha, le chef des forces libanaises a évoqué les derniers développements au Liban. Au menu de ces discussions, l'élection présidentielle, mais aussi les militaires otages retenus à Irsal par le front Al-Nosra et le groupe État islamique. Le cheikh Tamim a assuré des efforts du Qatar en vue de leur libération. Durant cette visite, Samir Jaja était notamment accompagné de son épouse, la députée Setrida Jaja, et de l'ancien ministre Tony Karam. Dans le journal As-Safir, ce matin, le directeur général des forces de sécurité intérieure, le général Ibrahim Basbous, dément la proclamation d'une zone militaire autour du Parlement en vue de la manifestation prévue le 9 septembre à l'appel du collectif Vous puez. Ibrahim Basbous contredit ainsi les informations diffusées hier par le quotidien An-Nahar. Dans un instant, nous ferons le point au Yémen où des milliers de soldats du Golfe sont envoyés en renfort contre les rebelles Houthis. La mère du nourrisson palestinien de 18 mois brûlé vif a succombé elle aussi cette nuit à ses blessures. Riham Dawabché, 26 ans, avait été gravement blessé après l'incendie de sa maison, imputé à des extrémistes juifs. Le 31 juillet, des hommes masqués avaient jeté des cocktails Molotov par les fenêtres de cette famille résidant dans le village de Douma, une localité entourée de colonies juives dans le nord de la Cisjordanie occupée. 8 jours plus tard, son père, Saad Dawabché, avait succombé à ses blessures. Ahmed, 4 ans, l'autre enfant de la famille, est lui toujours hospitalisé. Des milliers de soldats du Golfe envoyés en renfort au Yémen. Ils proviennent essentiellement du Qatar et d'Arabie Saoudite. Ces militaires sont fortement équipés pour combattre les rebelles Houthis dans la province de Marib, à l'est de la capitale Sanaa. Cette information rapportée par la chaîne Al Jazeera au Qatar n'a pas été confirmée. Si c'est le cas, il s'agirait du premier déploiement connu de forces terrestres qataries au Yémen. Cette annonce fait suite à l'attaque qui a fait 60 morts vendredi parmi la coalition arabe. Ses plus lourdes pertes depuis mars. Au Guatemala, les électeurs n'ont pas boudé les urnes hier. Une participation inattendue au scrutin présidentiel alors que l'ancien chef d'État est sous les verrous depuis jeudi. L'humoriste Jimmy Morales, sans aucune expérience politique, était hier soir en tête du premier tour de l'élection présidentielle.
Un choix atypique reflétant le ras-le-bol du pays face à la corruption. Olivier Boulanc nous en dit plus. Une journée sans accroc, ou presque. Seulement 40 incidents mineurs ont été rapportés. Les 7 500 000 électeurs guatémaltèques ont pu se rendre dans le calme dans les bureaux de vote ouverts à travers le pays. 35 000 policiers ont été déployés. Dans la nuit de samedi à dimanche, des affrontements entre sympathisants de différents bords politiques ont fait un mort à Santa Barbara dans le sud. À la mi-journée, la participation était de 60%. Les électeurs aspirent au changement. Il faut encourager les gens à voter. C'est nécessaire de voter pour que les autres ne choisissent pas à notre place. Allez le Guatemala, il est temps d'avancer. Les gens ont besoin de tout. Nous votons pour la santé, la sécurité, l'éducation, les services basiques de l'État. Alors qui de Jimmy Morales, humoriste indépendant de droite, Manuel Baldizón, conservateur, ou Sandra Torres, social-démocrate, pour succéder à Otto Pérez. L'ancien président est aujourd'hui incarcéré, embourbé dans un scandale de corruption. Il a été poussé à la démission mercredi. Interdit de vote, il ne sortira que mardi pour son audition. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une tempête de sable balaie les hauteurs du Hakar et du Hermel. Quelques dégâts mineurs à déplorer. Des détritus provenant de décharges improvisées se sont retrouvés sur la chaussée. Des vols de reconnaissance de l'aviation française vont débuter dès demain en Syrie, affirme François Hollande, le président français, qui annonce par ailleurs son arrivée au Liban à la fin du mois. Le groupe djihadiste État islamique s'empare d'une vaste partie du champ pétrolier de Jazal, le dernier grand gisement encore aux mains du régime syrien. Au Guatemala, l'humoriste Jimmy Morales en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. القصة هي قصة تاريخية سياسية.